Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo, une nouvelle actualité crypto avec notamment le Bitcoin en ligne de mire et surtout que le Bitcoin a fait un nouvel ATH. Bon, donc comme je vous disais la semaine dernière, il semble que ce soit avéré, nous étions sur une phase passagère de correction puisque derrière le Bitcoin nous a fait un nouvel ATH clairement. On va en parler, on parlera forcément des ETF où là aussi il y a des chiffres très précis qui se profilent à l'horizon, de la TVL, du Bitcoin, de certains indicateurs de performance qui me permettent de donner mon avis personnel derrière sur la suite des choses pour le Bitcoin. Également, je vais vous parler des projets, comme d'habitude, des projets crypto comme VeChain, comme Ripple, Ondo Finance, Chainlink. Alors voilà, je vais vous mettre le focus, le pâté là sur Chainlink parce que pour moi nous sommes à l'aube pour ce projet d'un démarrage nucléaire, clairement. Je dis rarement ces termes, mais je pense que là, le Chainlink est en passe pour moi d'égaliser en fait tout ce qui est le XRP et Ripple dans la phase utilité déjà, mais aussi dans la phase reconnaissance de la part des institutionnels et pouvoir nucléaire au niveau des prix derrière. Alors, bien sûr, tout ça, je rappelle, c'est mon avis personnel, je peux me tromper, je n'ai pas de boule de cristal, bien évidemment. Et puis, voilà, c'est à vous de faire également vos propres recherches pour vous, pour faire vos propres décisions derrière, c'est très important. C'est valable pour tout aujourd'hui, je pense, dans le monde de l'information dans lequel nous vivons. Et donc, en fin de vidéo, je vous parlerai également des actualités crypto plus générales, mais également de l'or. Je fais un point précis sur l'or, également même sur l'argent, parce qu'on est en train d'assister quand même à quelque chose de pas banal et de très spectaculaire quand même sur l'or. C'est du jamais vu dans l'histoire, je pense, de l'humanité même. C'est fou que c'est dire comme ça, mais oui, on en est là avec des performances de l'or qui sont supérieures même au Bitcoin. Alors, je sais pas si quand même on réalise là dans un monde parallèle, clairement, à ce niveau-là. Bon, donc on va en parler de tout ça, bien évidemment, en fin de vidéo. Et puis sinon, écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis à vous mettre des commentaires également. Avec grand plaisir, je vous répondrai. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti. Allez, je commence avec le rapport de Farstyle Investors, comme vous connaissez. Donc, vous voyez avec les ETF, Bitcoin Spot. Et regardez-moi cette folie. Donc, on a eu une petite correction la semaine dernière, comme je vous disais, avec effectivement des flux sortants sur les ETF. Donc, on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre l'augmentation et la baisse des prix du Bitcoin par rapport aux ETF. Mais regardez que là, cette semaine, on a eu des flux entrants et pas n'importe quel flux entrant. On a eu des flux spectaculaires. Donc, on voit que là, les institutionnels sont en train de se gaver littéralement des ETF Bitcoin et surtout sur ceux de BlackRock. On voit que la majorité des flux entrent sur BlackRock et notamment Ibit. Donc on voit que là, il se passe quelque chose. Donc là, on est en train d'assister à un début démarrage d'octobre de folie sur le Bitcoin. Allez, je continue toujours sur les ETF. Cette fois, je passe à Ethereum. Et notamment Ethereum, c'est pareil. Alors on voit que c'est moins spectaculaire que Bitcoin. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus sur une altcoin season. Enfin, même pas une altcoin season. On n'a pas eu d'altcoin season. C'est clair. Mais une Ethereum season qui donnait suite d'ailleurs, on l'espérait tous, à une altcoin season. Eh bien non. Là, on voit bien qu'on a eu, depuis le début d'année 2025, même fin d'année 2024, on a eu une Bitcoin season qui a donné suite à une petite, Ethereum season. Mais on n'a pas eu de altcoin season. Et là, la suite ne s'est pas déroulée, on va dire, comme on l'aurait voulu peut-être pour les altcoins, puisqu'on est passé de Ethereum et on est revenu sur Bitcoin. Donc là, on est de nouveau dans une Bitcoin season. Donc en fait, là aussi où ça change, je trouve, sur les cycles haussiers-baissiers comparé au passé, c'est qu'on n'a plus vraiment le Bitcoin, puis Ethereum, puis les altcoins qui explosent en cascade. Maintenant, on a vraiment une sorte de micmac comme ça. On a le Bitcoin qui explose, et puis après, on a aussi un peu Ethereum en phase un peu parallèle, ou en phase de suivi chronologique presque. Et on a les altcoins qui profitent un peu de la montée en fait d'Ethereum. Mais aujourd'hui, la montée du Bitcoin n'est plus directement liée d'ailleurs aux altcoins comme on l'a vu par le passé. Parce que je me souviens, moi, en 2020-2021, quand on a vu le bull run avec la montée spectaculaire du Bitcoin, ça entraînait automatiquement tous les altcoins. On voit bien que sur ce cycle-là, ce n'est plus du tout le cas. Quand le Bitcoin augmente, les performances sur les altcoins sont moins évidentes. Voilà. Et c'est par contre, quand Ethereum augmente, on voit qu'il y a un effet beaucoup plus fort sur les altcoins. Là, c'est aussi quelque chose que j'ai noté, ou du moins que je partage avec vous, c'est mon opinion, c'est ce que je constate d'après moi, mais à vous également d'avoir votre propre réflexion
là-dessus. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que la configuration, eh bien, n'est plus au rendez-vous par rapport au passé sur ce cycle-là. Bon, donc du coup, pour revenir à Ethereum, eh bien, on voit que voilà, les chiffres sont spectaculaires, mais quand même moins qu'il y a 1-2 mois, quand on avait des chiffres, des entrées sur les ETF Ethereum Spot qui étaient supérieures aux entrées sur Bitcoin. Voilà, donc on est repassé là dans une Bitcoin season, donc le Bitcoin n'a encore rien dit, n'a pas dit son dernier mot. Et bien sûr, c'est le cas. C'est le cas, puisque d'ailleurs, on va voir, on va parler du record. Et donc là, j'ai aussi le rapport de Farstyle Investor sur les ETF de Solana. Et regardez, là aussi, on est en phase positive depuis 3 semaines, 2-3 semaines. Et on a un total de 343,6 millions de dollars d'entrée. Donc c'est petit, hein, mais ça reste sur du solide. Et on va dire, ça reste lentement, mais sûrement les flux entrants. Bon, allez, je continue. Bien évidemment, je vous mets en évidence le nouveau record, en fait, là, du 5 octobre, ce matin, du Bitcoin, qui a atteint les 125 000 dollars directement, et qui a battu, en fait, son précédent record. Voilà, donc le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot, ce que je vous dis, et moi, je pense qu'on est encore loin d'avoir vu un top là-dessus pour diverses raisons. La première raison, déjà, c'est qu'on voit que tout le monde s'en fout. Là, je suis sur Google Trends, je ne suis pas allé très loin. Google Trends, j'ai mis le terme Bitcoin directement dans la barre de recherche. Tous les pays de 2004 à ce jour, en termes de, on va dire, temporalité. Et regardez, c'est-à-dire qu'on a eu les pics de 2017 et les pics de 2020-2021 avec des quand même, allez, on a eu minimum 65 de tendance dans la recherche pour le Bitcoin lorsqu'on avait les nouveaux records. Là, regardez, on a atteint un nouveau record en octobre 2025. On n'a même pas 22% quelque part, alors je sais pas comment, c'est un pourcentage ou autre, mais 22 points de recherche du Bitcoin. Tout le monde s'en fout, quoi. Voilà. Tout le monde s'en fout. Le machin a atteint les 125 000 dollars. Ça fait pas bouger une oreille. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les performances du Bitcoin ne sont pas portées par le retail, c'est-à-dire la masse, parce que Google Trends, qu'est-ce que c'est qui recherche le Bitcoin? C'est la masse. Voilà. C'est quand on parle dans les médias du Bitcoin, et bien après, vous avez monsieur tout le monde ou madame tout le monde qui cherche sur Internet qu'est-ce que c'est le Bitcoin. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on est arrivé à identifier, notamment en 2017, l'énorme bulle que c'était, avant de retomber derrière en bear market, on l'a vu. Pareil, en 2020-2021, on avait des tendances un petit peu moindres. Et là, ça, je vous l'explique tout simplement. Je l'ai déjà expliqué, mais je réexplique que cette tendance, elle est pour moi évidente. C'est juste que le fait qu'en 2017, le Bitcoin était dans les 17 000 dollars, au plus haut, là, on avait un 50 000, 60 000 dollars. Et maintenant, on est à 125 000 dollars. Et donc, les nouveaux records vont être de moins en moins, en fait, accrocheur pour monsieur et madame tout le monde, simplement parce qu'aujourd'hui on se dit psychologiquement que plus le Bitcoin est cher, moins il est accessible en fait. Voilà, quand on s'y connaît pas trop dans cette sphère-là. Donc c'est normal qu'en 17 000 dollars en 2017, ça restait jouable pour la majorité des gens. Ok, on peut investir une partie de notre argent dans 17 000 dollars pour un token Bitcoin, ok. Ensuite, 50 000, 60 000 dollars, c'est moins évident, vous voyez. Et enfin, 125 000 dollars, ça y est, c'est fini, on ne peut plus investir en gros dans le Bitcoin. C'est un peu, je pense, cette mentalité-là qui ressort aujourd'hui quand je parle du Bitcoin avec les gens aujourd'hui. C'est vraiment ce que je constate. Première chose qu'on me dit, c'est trop tard, le Bitcoin est trop haut pour investir maintenant dedans. Parce que le chiffre de 125 000 dollars est tout simplement tellement spectaculaire qu'on est là en train de parler d'un appartement, là. Je rappelle, un jeton Bitcoin, là, est quasiment au prix d'un petit appartement ou d'un studio dans les grandes villes et tout. Enfin, voilà, on en est quand même. Donc, c'est pour ça, je pense qu'on a vraiment une corrélation là-dessus, et c'est là aussi que ça montre que pour moi, le cycle historique sont en train de changer même sur cet aspect-là, et donc l'argent n'est plus le même, et n'a plus le même comportement, n'a plus la même cyclicité, la même temporalité, voilà. Toutes ces choses-là, il faut dire attention. Ne vous basez pas trop sur les cycles passés au niveau temporalité pour juger des performances futures parce qu'on est en train vraiment de changer de catégorie. Bon, en tout cas, très positif pour le Bitcoin et voilà pourquoi je pense malgré tout qu'on n'a pas fini de voir en fait d'avoir des surprises et d'avoir des plus hauts sur le Bitcoin là dans les mois peut-être 2026 à venir parce que on a vraiment là une tendance institutionnelle qui
en fait, fait la pluie et le beau temps là maintenant sur les marchés du Bitcoin. Et cette tendance institutionnelle, comme je vous le dis depuis très longtemps, elle est là pour rester sur le long terme. Et là, ils sont pas là pour claquer leur pognon, les institutionnels, et profiter de la bulle là, comme en 2017 et 2020-2021. Ils sont là pour créer des trésoreries Bitcoin sur le long terme. Donc c'est en train vraiment de faire en fait du Bitcoin une valeur refuge tout simplement, et c'est pas le même comportement d'une valeur refuge par rapport à une classe d'actifs où on fait juste des paris dessus. Bon, voilà, donc je continue, journalducoin.com, là je passe aux articles. CME Group lance le trading 24 heures sur 24 sur les contrats à terme Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, on voit bien que quand je vous dis les institutionnels sont en train de mettre leurs chevaux là sur le Bitcoin, c'est qu'ils sont en train également de lancer quand même des outils extrêmement puissants dans la finance traditionnelle de base, et ils sont en train de quelque part l'accoupler pour le Bitcoin. Allez, je continue avec cointribune.com. Ibit de BlackRock détrône Deribit et devient le nouveau leader des options Bitcoin. Vous voyez, on voit que les gestionnaires d'actifs, de plus en plus, prennent du poids, pour le meilleur et pour le pire, dans les places du trading Bitcoin, et prennent leur part du gâteau en fait sur le Bitcoin. Cryptost.fr, Tether achète 8888 Bitcoin pour 1 milliard de dollars et renforce ses réserves. Donc on voit bien que là il se passe quelque chose, que les institutionnels, malgré, on pourrait se dire, la logique des choses, malgré les prix très hauts du Bitcoin, et bien les institutionnels continuent d'acheter en masse du Bitcoin. Voilà. Et je continue, enfin aussi un graphique, je l'ai déjà présenté la semaine dernière, mais là ça s'accentue encore plus, en contraste avec les nouvelles ATH du Bitcoin. Et bien regardez, on a toujours des réserves de Bitcoin sur les plateformes exchange qui sont en train de s'amenuiser au fur et à mesure du temps, à tel point que on n'a jamais eu un tel niveau depuis 6 ans. C'est-à-dire que 6 ans, ça remonte quand même à août 2019. C'est-à-dire que même durant le bear market, en fait, et le bull run de 2020-2021, on n'a jamais eu aussi peu de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange. Donc ça veut dire quand même ce que ça veut dire là. Donc on voit bien que on est en train mathématiquement, en fait, de faire en sorte que le Bitcoin est destiné à aller toujours vers le haut là. Et en plus, ça n'a pas l'air de s'arrêter là. Ça n'a pas l'air de se calmer, ça continue. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que je vous remonte la TVL, donc Total Value Locked sur le Bitcoin, et elle est en train de repartir vers le haut. Elle a atteint elle aussi un nouveau record. Donc vous voyez qu'on a bel et bien, ça que j'aime bien avec cet indicateur de performance, c'est qu'on a bien un lien entre la TVL et le prix derrière des crypto-monnaies associées. Voilà. Donc c'est intéressant parce que je vais vous refaire bien sûr le point sur toutes les TVL des projets que je vais vous montrer, et vous allez voir que tout est en train de repartir quasiment à peu de choses près vers le haut. Bon, mais les prix ne suivent pas forcément, donc à surveiller de très près les amis. Voilà, donc ça c'est tout pour le Bitcoin. Vous avez compris que moi, je reste ultra bullish, confiant sur la suite des choses pour le Bitcoin. La seule chose, moi, que je reste que personne ne peut vraiment déterminer, c'est normal, c'est est-ce qu'on reste sur des cycles, par exemple haussier, baissier, traditionnels comme dans le passé, mais plus sur la même temporalité. Ça me paraît évident. Donc est-ce que c'est plutôt des cycles qui étaient de 4 ans qui vont maintenant désormais être de 6 ans? Pourquoi pas? Est-ce que c'est des cycles qui vont être de 10 ans? Est-ce que c'est des cycles qui vont être de 20 ans? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Voilà. Et autre chose, est-ce que aussi on peut toujours parler de cycle? Voilà. Ça aussi, c'est la grande question, parce que avec l'arrivée des institutionnels, comme vous pouvez le constater, il y aura peut-être de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange, avec la politique long terme de ces mêmes institutionnels. Et donc, les cycles auraient plus trop lieu d'être, puisque le halving, déjà on le sait, aura moins en moins d'impact sur le Bitcoin. Bon, voilà, donc tout ça fait que moi je vous engage à être très prudent et à revoir aussi votre stratégie, enfin en tout cas à prendre en compte ces éléments-là dans votre stratégie d'entrée et de sortie sur le Bitcoin. Voilà. Allez, bon maintenant je continue avec VeChain, vous savez. Et donc je commence avec un premier tweet de la fondation VeChain qui fait référence simplement à leur partenaire Keyrock sur, vous savez, tout ce qui est l'aspect de validation des blocs, en fait, dans l'écosystème de VeChain. Et donc, vous voyez, ils sont, en fait, en collaboration étroite avec cette entreprise, donc Keyrock, qui a désormais validé plus de 200 000 blocs sur, en fait, le mainnet de l'écosystème de VeChain Tor. Voilà, donc c'est de Marlon, le PDG de Keyrock. Enfin, ou un gros cadre de cette entreprise-là. Donc, on voit bien que là, on a vraiment des partenaires solides quand même avec l'écosystème de VeChain, parce que je rappelle que Keyrock, c'est en fait un market maker professionnel.
du moins, et un fournisseur de liquidité, de management de trésorerie en termes d'entreprise pour justement les entreprises de la crypto. Voilà. Donc, on voit que VeChain a vraiment des liens étroits avec toutes les institutions financières, en tout cas traditionnelles, mais également du Web 3.0 qui prennent de plus en plus d'ampleur. Et donc, après, je continue toujours avec VeChain, avec cette fois un article de la fondation VeChain sur leur partenariat avec, vous savez, la plateforme OneChain qui permet en fait de faire des bridges sur les écosystèmes et en fait de relier simplement l'écosystème de VeChain avec les écosystèmes notamment de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies comme notamment Ethereum. Et donc là, vous voyez que l'intérêt de ce nouveau partenariat, c'est d'apporter le 0% de frais de transaction. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai que l'écosystème de VeChain, avec le changement de tokenomics également, eh bien, va apporter également le 0% de frais de transaction en interne sur l'écosystème, je veux dire, de VeChain. Et donc, on voit qu'à la fois en termes de transfert inter-blockchain désormais avec VeChain, eh bien, vous aurez 0% de frais de transaction et également même la possibilité de gagner des crypto-monnaies avec le bridge to earn et surtout les 20% et plus en fait de APR annuel, c'est-à-dire le rendement annuel via les plateformes, enfin, à travers la plateforme VBetterDAO via les applications Juicy Finance et BetterSwap pour tout ce qui est, vous savez, les liquidités, enfin les pools de liquidités, etc. Donc, VeChain a vraiment beaucoup de choses à offrir et ce n'est que le début, bien évidemment. Parce que regardez, là, depuis 2025, VeChain ne fait que grossir. Donc là, on est désormais à 26 000 nouvelles adresses quasiment par jour. Ça a baissé le momentum par rapport à il y a quelques mois, mais ça reste quand même très propre. Et on a un total de nouvelles adresses de 13 300 000 nouveaux portefeuilles. Donc on se dirige doucement, mais sûrement vers les 20 millions de nouvelles adresses. Donc c'est quand même assez dingue quand on y pense, surtout qu'en 2025, début 2025, nous étions encore en dessous de la barre de 5 millions de nouvelles adresses. Donc en une année, on est en train en fait tout simplement de faire péter les 10 millions de nouvelles adresses en une seule année. C'est en fait 2 fois plus que ce qu'a fait VeChain tout simplement en 10 ans. Voilà, depuis 2018, en 8 ans quoi. Incroyable. Donc pour vous dire un peu l'évolution de l'écosystème de VeChain et surtout que quand je compare ça par contre au niveau de la tokenomics, on voit que le VeChain, alors là c'est un petit peu monté, on voit qu'on a augmenté le nombre de holders sur le VeChain, mais là on voit que la tokenomics et le nombre de holders est plutôt basé sur le VTHO hein, clairement et également le B3TR. Donc on voit que c'est vraiment la plateforme VBetterDAO qui est en train d'attirer un max de personnes sur l'écosystème de VeChain et non pas le VeChain en lui-même en tant que tel. Mais je rappelle qu'il y a la nouvelle mise à jour là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Galactica ou Hayabusa, bon, bref, quelque chose dans ce champ-là qui devrait arriver la fin d'année et également pour 2026. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous tiendrai informé, comptez sur moi. Et enfin, la TVL de VeChain. Regardez, alors la TVL a eu un pic à 7 millions de dollars à un moment, avant de redescendre 6,94 au 20 septembre. Et là, on est redescendu en dessous des 6 millions de dollars de TVL, donc on voit que là on est plutôt stabilisé là-dessus, mais là où c'est intéressant en fait c'est également toujours le projet Stargate où on est à 147 millions de dollars de TVL, donc on reste quand même très solide sur ce projet, et moi je pense vraiment que on va avoir des surprises sur VeChain, parce que je rappelle hein, encore une fois, désolé pour ceux qui le savent déjà, mais c'est quand même important de le rappeler qu'à mon avis, c'est mon opinion, la vraie TVL de VeChain, en fait, c'est 5,92 millions de dollars plus les 147 millions de dollars que vous voyez ici du projet Stargate. Voilà, parce que c'est en fait tout ce qui est le farm de protocole ne sont pas pris en compte en fait dans la TVL, mais ça reste malgré tout des VeChain qui sont sortis de la circulation quelque part, parce que stacké en fait dans le système de protocole de farm. Voilà, donc pour moi, la vraie TVL de VeChain aujourd'hui, c'est 147,51 millions de dollars plus les 5,92 millions de dollars, ce qui ferait en fait le record absolu jamais enregistré pour l'écosystème de VeChain, même lors de l'ancien cycle, l'ancien ATH de VeChain qui avait eu lieu en 2021. Voilà, donc on a tout en fait pour pulvériser les records, même sur les prix, parce que vous l'avez compris, moi je suis persuadé qu'il y a un lien entre la TVL et le prix des projets. Donc dans les mois qui viennent, je ne serais pas étonné que VeChain nous fasse des dingueries en termes de performance des prix, mais encore une fois, je peux me tromper. Allez, je continue, cette fois je passe à tout ce qui est maintenant le RWA, on va dire financier, avec Ondo Finance, le XRP, Ripple, mais d'abord Chainlink. Et voilà, je vous avais dit Chainlink,
c'est vraiment pour moi le projet là qui est en train de prendre une telle ampleur qu'il est en train de, pour moi en tout cas, d'être au coude à coude avec XRP et Ripple et même de dépasser le XRP en termes d'affiliation et de partenariat institutionnel et donc derrière de tout ce qui va avec. Hein. Puisque là, ils sont en train quand même d'annoncer, dans le plus grand des calmes, qu'ils ont conduit en tant que leader, en fait, une action corporate, comme ils l'appellent, une initiative des actions corporate, donc d'entreprises, donc en tant que telles, en collaboration avec 24 des plus grosses institutions financières mondiales. Et quand on dit effectivement des plus grosses institutions mondiales, c'est carrément même les plus grosses. Hein. C'est pas parmi, c'est carrément les plus grosses. Puisque dedans, vous avez carrément le réseau SWIFT bancaire. Alors là, je suis halluciné quand même quand j'ai vu ça. Vous avez DTCC, Euroclear, ADDX, groupe BMW. Enfin, c'est que des poids lourds, mastodontes. C'est là, vous avez vraiment les leaders. Et en plus, c'est pas fini, vous avez même les banques. Et là, les banques, regardez, vous avez carrément UBS, crois rêver, DBS, BNP Paribas, une des plus grosses banques françaises, on la connaît, ANZ, Wellington Management, CTBC Bank, Causeway, Signum, enfin bref, truc de fou quoi. Voilà. Et donc ça, dans le plus grand des cas, il balance ça, hop là, allez, comme ça, tranquillement. Et donc l'objectif, ouais, c'est de construire en fait tout un système sur la blockchain et donc basé sur tout ce qui est donc l'intelligence artificielle également au milieu et tout ce qui est les data, parce que je rappelle que Chainlink c'est une organisation donc blockchain qui est spécialisée justement dans les données et en fait c'est ce qu'on appelle les oracles dans le Web3 et d'assurer quelque part la bonne justesse des données du data pour les entreprises, notamment même pour les API des prix, etc. Et donc là, ils sont en train vraiment quelque part de préparer, surtout tenez-vous bien, le ISO 2022, c'est-à-dire le système de messagerie, notamment de SWIFT, hein, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et même les transferts bancaires dans la finance traditionnelle, ça se base sur la technologie de l'ISO 20022 pour transférer voilà, l'argent. Et donc là, ils vont travailler là-dessus justement, et en fait, quelque part, ils se disent qu'on va Chainlink, en fait, sont en train d'intégrer tout simplement la finance traditionnelle, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est tous ces gens-là, tous ces mastodontes, qui sont en train d'intégrer à travers Chainlink, quelque part, la finance décentralisée, enfin le Web 3.0. Donc, on est en train tout simplement d'assister à travers Chainlink à la fusion entre le Web 3.0 et la finance traditionnelle bancaire telle qu'on la connaît. Donc, on est très loin il y a 5 ans, on disait les mêmes banques, hein, les noms là que vous avez là, les mêmes banques qui disaient la crypto-monnaie restait loin de cette merde, entre guillemets, excusez-moi l'expression, hein, et c'était un peu ce qui était dit il y a pas loin qu'il y a 5 ans. Voilà, donc on croit halluciner, et en fait, moi je me disais XRP, Ripple, c'était eux qui travailleraient peut-être avec Chainlink et avec Swift, et ben en fait c'est l'inverse, c'est Chainlink qui travaille avec Swift désormais, ou en tout cas c'est les premiers dans le Web 3.0 à annoncer un partenariat officiel, hein, je dis bien officiel, avec le réseau Swift bancaire. Donc c'est énorme parce que derrière c'est des trillions de dollars qui sont bien sûr en jeu. Hein. Je ne parle même pas de tous les autres partenaires. Bon, donc là, Chainlink vraiment a un énorme potentiel, énorme, surtout que c'est pas tout, c'est que derrière, ce que je vous annonce là, c'est la cerise sur le gâteau, mais vous avez derrière toutes les autres annonces, et ils sont en train de balancer dans tous les sens. Donc là, on voit bien que, bien sûr, ça fait du remous hein, sur la toile, puisque vous avez là une nouvelle, donc Breaking, Chainlink et UBS, donc avance un fonds de 100 trillions de dollars de tokenisation de l'industrie, donc à travers le réseau Swift bancaire. C'est ce que je vous disais, donc là, on parle de 100 trillions de dollars. C'est pas 100 milliards, c'est pas 100 millions, c'est 100 trillions de dollars. C'est-à-dire que même le cerveau humain n'a pas la capacité de se représenter le nombre de zéros derrière le 1. Donc je continue, donc maintenant Chainlink s'amuse entre guillemets à publier les datas financières sur l'économie en fait on-chain hein, via Datalink. Voilà, donc là on a de nouveaux partenaires et hop, comme vous pouvez le voir ici, on a Xetra, Eurex, 360T et TradeGate. Voilà, qui publient à travers leur système et qui utilisent désormais la blockchain en fait, Chainlink entre guillemets, pour publier leur data. Voilà, et donc le principe, il est là.
C'est-à-dire que Chainlink permet en fait d'assurer à travers la blockchain le bon déroulement de transfert des données numériques. Et on sait que le big data, c'est l'avenir en termes de revenus pour les entreprises et même pour les gouvernements, etc. Voilà, donc Chainlink a vraiment un énorme potentiel en termes de prix, en termes d'évolution institutionnelle. Et donc, vous voyez, ils ont même sur tout ce qui est l'aspect du Global Company ID System, donc c'est un passeport en fait digital. Et là aussi, bah, vous avez Chainlink hein, au milieu, vous voyez, avec en fait l'entité qui permet d'assurer en fait les données en travers les identités des choses. Voilà, donc on voit bien qu'il y a le parallèle entre la on-chain, donc tout ce qui est la blockchain, en fait le Web3, et tout ce qui est le off-chain, c'est-à-dire tout ce qui est les banques, la finance traditionnelle, etc. Donc on a vraiment le schéma parfait qui représente cette fusion entre les deux mondes, en fait, et qui sont en train de fusionner. Je ne peux pas vous dire mieux, et donc Chainlink a carrément son rôle à jouer là-dedans, donc c'est très nucléaire. Je pense qu'on a un niveau, c'est plus spectaculaire, c'est carrément du nucléaire pour ce projet qui est en train de se passer. Je vais vous dire en fait une chose en toute transparence, j'ai ralloué une partie de mon portefeuille justement dans Chainlink quand j'ai vu ça, parce que bon, voilà, c'est l'avenir du data se fait à travers Chainlink désormais. Donc, surtout en sachant que pour faire le lien avec Ripple et le XRP, Chainlink a annoncé également un partenariat officiel avec Ripple. Bon, entre guillemets, voilà. Donc on voit bien que tout ce petit monde là est en train de se connecter entre eux et quand on va appuyer sur le bouton pour mettre en place le système, ce sera vraiment quelque chose ça a tout pulvérisé en fait sur son passage. Donc je vous engage à faire attention et à regarder un petit peu les actualités comme ça parce que voilà, on voit que ça se concrétise. Moi qui suis les actualités quand même depuis un bon bout de temps, je sens que là il se passe quelque chose, ça s'accélère. Ça s'accélère au niveau du RWA, de l'aspect, la patte institutionnelle dans le Web 3.0 et de la fusion entre l'institutionnel, la finance traditionnelle et le Web 3.0 en termes de finance. Voilà, je constate vraiment, ça s'accélère là. Bon, maintenant je passe à Ondo Finance et voilà, donc toujours quand je dis ça s'accélère, c'est que effectivement on a Ondo Finance qui maintenant, à travers le Ondo Global Market, dont je vous ai présenté la semaine dernière ou il y a 2 semaines, eh bien, a mis en place un service qui permet en fait de faire des vérifications à travers un intermédiaire pour vérifier en fait chaque stock tokenisé. Voilà, donc ça veut dire que chaque ETF et stock sont tokenisés sur la blockchain de Ondo, c'est-à-dire à travers le Ondo Global Market, sont backup quelque part derrière par des sécurités, enfin, par des vrais stocks et des vrais ETF. Bon. Donc on est vraiment à un niveau, vous voyez, une infrastructure en fait institutionnelle à travers les rangs, quoi. À travers le rank de institutionnel, je sais pas comment dire. Bon voilà, vous avez compris, je pense. Bon, donc là, ça rigole plus. Vous voyez qu'on a là, à ce niveau-là également, on a une fusion entre la finance traditionnelle et bon, le Web 3.0, le Web 3.0 et le RWA. Hein, faut y arriver. Et donc, là où c'est intéressant, c'est également la TVL de Ondo Finance. La TVL de Ondo Finance, regardez, donc on voit bien que le RWA, quand je vous dis qu'il est en train d'exploser là, enfin, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que là, on a une TVL quand même en 2 ans qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que même le Bitcoin n'a pas une TVL comme ça, quoi. Voilà. Donc, pour vous dire, et surtout, quand on fait le comparatif avec les prix de Ondo Finance, le cours du Ondo Finance n'a pas beaucoup évolué là. Donc, moi, je suis également prêt, quand je vois cette courbe-là, quand je vois ce qu'apporte Ondo Finance sur le reste du RWA, quand c'est un narratif extrêmement puissant, et avec le Ondo Global Market et les chiffres de l'évolution de la plateforme Ondo Global Market que j'ai présenté la semaine dernière, je pense qu'on va avoir de très belles surprises à l'avenir sur Ondo Finance dans les mois qui viennent. Voilà, ça ne va pas traîner, je pense. Voilà, donc Ondo Finance, c'est quelque chose, il n'y a pas trop de risques, entre guillemets, quand je vois la puissance de frappe là qu'ils sont en train de mettre en place, et en plus avec des partenaires, bien sûr, très poussés dans la finance traditionnelle américaine et mondiale. Allez, je continue, cette fois je passe à Ripple, hein, vous voyez, le fameux Ripple, qui eux sont en train en fait de toujours mettre en avant, vous savez, leur stablecoin RLUSD, et cette fois ils sont en train vraiment de conquérir, je pense, l'Afrique. Ils le disent très bien, puisqu'ils sont en train de permettre l'envoi et le prêt également, l'allocation d'argent à travers l'Afrique
de façon rapide, mais également peu coûteuse. Et c'est ce qu'ils disent à peu près avec justement leur stablecoin RLUSD. Ils ont fait un article là-dessus, et en fait, ils permettent l'inclusion financière et à travers les stablecoins en Afrique. Alors que l'Afrique a pas, c'est vrai que les Africains n'ont pas vraiment d'accès, notamment au crédit, parce que là-bas, le pouvoir d'achat est bien moindre que dans le reste d'une partie du monde. Donc c'est vrai que là, l'accès au smart contract, j'avais déjà présenté des projets qu'a lancé Ripple en Afrique, très puissants, où vous avez des micro-crédits en fait qui sont allouables grâce à la finance du Web 3.0. Voilà, donc c'est grâce à ça, en fait, grâce à cette technologie, les Africains pourront accéder au crédit, mais également à de l'argent bien plus facilement qu'à travers leurs banques, qui sont même peut-être complexes d'accès. Alors après, la dernière nouveauté, c'est qu'on a eu le départ du directeur technique de Ripple. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Alors, je précise que c'est bon, c'est une mauvaise nouvelle au niveau technique, parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très compétent qui quitte le bateau au niveau technique, mais par contre, c'est pas pour quitter l'entreprise. C'est là où je dis attention, ne soyons pas actifs dans nos conclusions. C'est qu'en fait, il part pour rejoindre le conseil d'administration. C'est une question de pognon derrière, on l'a compris. Il va être mieux rémunéré et puis il aura son mot à dire dans les décisions de l'entreprise, conseil d'administration. Et il aura son mot à dire également sur l'aspect technique, je pense, parce qu'il restera toujours quelqu'un de très, très technique, bien évidemment, parce que je rappelle que c'est le directeur technique de Ripple, ça veut dire le directeur développement blockchain, en gros le directeur développement informatique, quelque part, du projet, donc il n'est pas parti définitivement de la société. Voilà, au contraire, il a été en quelque part promu, je ne sais pas si on peut dire vraiment ça, mais il est devenu quelque part presque même associé avec son poste dans le conseil d'administration de l'entreprise. Voilà, mais après c'est une mauvaise nouvelle au niveau technique, puisqu'il était quand même un des fondateurs de la blockchain de Ripple, quoi. Bon, et donc là aussi, qu'est-ce que ça donne au niveau de la TVL? Eh bien regardez, on a stabilisé, on voit bien sur le XRP depuis ces quelques mois, et là on voit que c'est en train de repartir peut-être vers le haut en termes de momentum. Donc à voir si cette poussée va battre de nouveaux records ou au contraire ça continue de latéraliser sur le XRP. Allez, je continue toujours avec le RWA, la finance les amis. Donc on voit bien que là, quand même le RWA ça continue de grossir, que ce soit sur les projets, on a surtout avec Chainlink, surtout avec Ondo, mais également avec le XRP qui continue d'étendre en fait sa toile d'araignée là, à travers le monde et notamment en Afrique, mais également maintenant avec Plume. Et Plume, regardez, ils sont en train carrément, ils ont créé un nouveau terme, c'est le Real World Bitcoin. Alors écoutez, je vous explique un peu ce qu'ils disent, mais là on part vraiment dans tous les tours, puisque voilà, le Real World Bitcoin est déjà en train de bouger. Donc eux, c'est ce qu'ils appellent en fait que le Bitcoin est en train de passer d'un actif de réserve, alors productif capital, à un actif qui permet en fait de générer des rendements quelque part, un actif de capital productif. Voilà. Tout ça en train en fait de générer des stablecoins, du crédit, mais également du staking. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le Bitcoin, notamment à travers les sociétés comme Michael Saylor, qui en fait devient une banque Bitcoin, eh bien ça permet de collatéraliser leur Bitcoin pour d'ailleurs allouer des rendements aux investisseurs, aux actionnaires, etc. L'entreprise micro-stratégie, enfin stratégie désormais, voilà. Donc on voit bien que là, vous voyez, et là Plume le dit très bien, à travers leurs partenaires, notamment Yala, Valon Labs, je donne des exemples, eh bien ils sont en train de créer un écosystème du Real World Bitcoin, comme il appelle, avec un nouveau procédé, une nouvelle tendance, nouveau narratif, je dirais plutôt, là-dedans. Donc Plume, en fait, est en train de se positionner comme un bon leader dans ce système de Real World Bitcoin, en fait. Voilà, donc c'est très intéressant, je trouve, parce que c'est un concept innovant, en fait, et puis c'est quelque chose qui existe, bien évidemment, mais eux, ils ont mis quelque chose, ils ont mis le doigt là-dessus. Et après, pour le reste, eh bien, regardez la TVL de Plume, elle parle pour elle-même, elle repart à la hausse. Donc on a eu quelques mois, en fait, de latéralisation, et on voit que là, le réseau Plume, en termes de TVL, est en train de repartir vers de nouveaux records, vers de nouveaux sommets. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon moi? Eh bien, il va se passer selon moi que tous les projets en lien avec le RWA financier profond, c'est-à-dire Plume, mais également, vous l'avez vu, Ondo Finance, et je ne vous ai pas montré Chainlink, mais Chainlink, c'est pareil. Chainlink, la TVL de Chainlink est en train d'exploser.
Je sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas montré d'ailleurs. Ben, écoutez, vous tapez Chainlink, DeFi Lama et vous trouverez la TVL et puis voilà. C'est spectaculaire. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un narratif même au sein du RWA, c'est le narratif justement des écosystèmes comme ça qui permettent d'acheter des actions tokenisées ou alors qui sont en lien étroit avec les données numériques comme Chainlink, etc. Toujours pour le RWA. Bon, allez, je continue et cette fois, alors je vous ai annoncé que la semaine dernière dans l'intelligence artificielle, donc là, bon, vous avez vu, il y a beaucoup de choses à dire déjà, donc c'est pour ça que je fais très rapidement sur Aethir, notamment le projet de Compute Cloud qu'ils ont. Donc il y a 344 millions de dollars de Aethir, en fait, qui ont été mis en place dans une trésorerie d'une entreprise. Et donc, ça y est, c'est pour la première fois dans l'histoire, en tout cas, vous avez l'entreprise, en fait une entreprise du Nasdaq, donc une Nasdaq listed company comme vous pouvez voir ici, qui a introduit en fait une réserve stratégique compute, c'est-à-dire une réserve stratégique liée à l'IA, si vous voulez, en termes de crypto-monnaie. Voilà. Et donc c'est l'entreprise Predictive Oncology. Voilà. C'est Predictive Oncology, donc une entreprise listée sur le Nasdaq. Et au 29 septembre 2025, elle a ajouté 344 millions de dollars en fait de crypto-monnaie ATH, donc la crypto-monnaie ATH de Aethir, du projet Aethir, dans sa réserve stratégique en fait alors moi j'allais dire Bitcoin, mais non, hein, du coup c'est ATH. Donc c'est une première, hein, puisque c'est la première fois que ATH est considéré comme une valeur stratégique, une réserve stratégique pour une entreprise et surtout une entreprise du Nasdaq. Voilà. Donc pour vous donner un peu aussi l'ordre de grandeur, alors j'ai pas mis la main là sur la TVL de Aethir, mais par contre j'ai mis la main, enfin vous l'ai déjà montré, sur les revenus annuels de Aethir. C'est tout simplement incroyable, hein. C'est un projet, c'est du pain béni quand on voit ce genre de courbes mathématiques avec des rendements, ils sont sur 3 millions de dollars là le mois hein, de revenus directement, avec un chiffre d'affaires qui est x2 par rapport à leurs revenus, ce qui est une performance vraiment très 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 puissante dans le milieu. Pour vous donner un ordre de grandeur, Hyper Liquide doit faire du x50 en termes de chiffre d'affaires par rapport à leurs revenus sur bénéfices. Voilà. Là pour l'instant, Aethir, c'est du x2 chiffre d'affaires par rapport à leurs bénéfices. Tout simplement phénoménal, et ils sont en train vraiment de conquérir des énormes parts de marché sur le cloud computing, c'est-à-dire sur l'allocation de GPU et de puissance de calcul pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'avenir, hein, ce projet. Je vous engage vraiment à vous pencher là-dessus, à faire des recherches, à vous faire votre propre opinion, analyse, parce qu'en tout cas, je pense que c'est très très intéressant comme projet, et on entendra encore parler et compter sur moi pour vous annoncer les dernières nouvelles sur ce projet. Allez, je continue, maintenant je vais passer aux actualités crypto plus générales, avec notamment toujours Cryptost.fr, les stablecoins dépassent 300 milliards de dollars de capitalisation pour la première fois. Donc on voit bien qu'aujourd'hui on est dans un narratif absolu de RWA, d'évolution de la finance et surtout de remplacement des monnaies fiat, je répète, hein, de remplacement des monnaies fiat comme l'euro, le dollar, le yen, le renminbi chinois, enfin bref, tout le tralala, shitcoin dirigé par les banques centrales mondiales, eh bien sont en train d'être remplacés par l'alternative, c'est-à-dire les stablecoins indexés sur ces mêmes monnaies, notamment le dollar, le yen et tout, et demain, il n'existera peut-être plus, au sens propre du terme, une monnaie émise par une banque centrale leader, mais il existera peut-être les stablecoins indexés sur des monnaies fiat traditionnelles, mais dirigés en fait par des entreprises, et non plus régulés par des banques centrales. Bon, en tout cas, on se dirige vers ce scénario quand je vois les chiffres quand même totalement fous que ça représente. Allez, je continue. Donc, Cryptost.fr pour le PDG de Robinhood, la tokenisation va engloutir tout le système financier. Bienvenue au club, dans la réflexion des gens hein, qui pensent effectivement dans ce sens-là. C'est ce que je dis quand même depuis un petit moment, hein, depuis 2 ans. Donc, lors de la conférence Token 2049 à Singapour, le PDG de Robinhood a montré son enthousiasme quant à la tokenisation de la finance. Retour sur ses propos, voilà, bon, c'est fait. Je continue toujours sur les articles crypto sur la tokenisation et tout. Donc, ah non, ça c'est l'intelligence artificielle, pardon. Donc, Cointelegraph France, les agents IA pourraient devenir des moteurs de liquidité pour les stablecoins, selon le cofondateur de Paxos Labs. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et que dans le narratif RWA, il y a une très importante place
indexés sur les stablecoins, et c'est logique, puisqu'ils sont en train de remplacer en grande partie le système monétaire mondial. CoinTank Qatari adopte la blockchain de JP Morgan pour accélérer les paiements en dollars. Donc c'est le rêve d'un trésorier, a déclaré Kamel Morris, soulignant comment le passage de la banque à la blockchain Kinexys de JP Morgan permet des paiements quasi instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les banques mondiales sont en train de vraiment de se ruer en masse et très rapidement sur la blockchain, sur les technologies blockchain pour justement bénéficier des avantages inévitables et vraiment évidents, c'est-à-dire voilà, les paiements quasi instantanés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que nous, quand on voit les paiements, quand on les fait le week-end, il faut attendre 48 heures, parce que c'est le week-end. Au niveau des banques, il y a plein de... Les frais, des fois, sont exorbitants quand on fait des paiements transfrontaliers. Je ne vous cache même pas que tout ça, c'est le bordel. Bon, ensuite, maintenant, j'ai passé directement aux actualités. Alors, normalement, j'aurais dû faire les actualités économiques, mais là, je n'ai pas eu le temps de les préparer. Je ne vous cache pas, parce que vous voyez, ça prend déjà beaucoup de temps. Et puis surtout, je pense que les actualités économiques, aujourd'hui, c'est l'or qui est en train de les dicter. Voilà. C'est pour ça que je fais directement le point sur l'or. Je ne suis pas allé plus loin que sur ça. Donc, je fais un focus vraiment sur l'or et l'argent. Donc, j'ai présenté déjà forcément la dernière prouesse de l'or, puisqu'on a atteint enfin un nouveau record. Voilà, sur l'or, à 106 720 € le kilogramme 24 carats sur la semaine. Regardez-moi cette folie. On a atteint, je crois que c'était donc le 2, non, c'était le 2 octobre. On a atteint le record absolu de 106 000, par rapport à l'euro en tout cas, 720 € le kilogramme. Donc du jamais vu dans l'histoire de l'or, en tout cas par rapport à l'euro, c'est clair. Donc si je ramène regardez sur 20 ans, vous allez vite voir, c'est tout simplement une folie. Voilà, l'or n'a jamais fait ça, et l'or ne doit pas faire ça à la base. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que l'or, depuis en fait le Covid, depuis même avant le Covid, donc l'or avait anticipé le Covid, entre guillemets. Alors après, je ne veux pas rentrer dans la sphère complotiste et tout, mais des gens savaient qu'il allait y avoir le Covid en fait. Quand on voit le comportement de l'or avant le Covid, 31 mai 2019, le Covid, il n'était pas là, et l'or avait déjà commencé à exploser. Vous voyez. Et après, bien sûr, quand il y a eu le Covid avec les confinements et tout, forcément, ça a pété. Mais vous voyez que là, on a eu une montée parabolique derrière. Donc, on voit bien qu'ici, le Covid, la supercherie Covid, moi je suis désolé, je l'appelle comme ça, supercherie Covid, vu qu'elle a été connue par des gens en avance, bim, on voit bien qu'il y a des gens qui sont positionnés sur l'or en sachant que ça va être la merde, en fait, juste après. Et donc, ça s'est révélé vrai, puisque regardez, depuis, en fait, après ça a été la merde pendant quelques années. Voilà, on a eu la guerre Russie-Ukraine en 2022, ça a réussi à se stabiliser, et depuis, vous voyez que même l'impact de la guerre, normalement la guerre aurait dû logiquement faire justement exploser les cours de l'or quasiment à l'instant T, provoquer la panique mondiale, etc. Ça n'a pas été le cas. Par contre, on a eu début de augmentation des cours de l'or le 12 février 2024. En 2024, si je ne me trompe pas, on n'a pas eu d'événement majeur. Voilà, après, il y a eu la guerre Israël-Gaza, bien évidemment, mais c'est plutôt aujourd'hui, bref, génocide. Donc voilà, et après, on a eu, voilà, depuis en fait février 2024, c'est-à-dire depuis un an, quasiment 2 ans maintenant, on a une montée spectaculaire des cours de l'or. Donc l'or est tout simplement en train de nous passer un message. C'est que là, il prévoit tout simplement l'or un shutdown en fait. C'est-à-dire qu'on la connaît, et je parle au niveau mondial parce que là, par rapport là, on a les cours par rapport à l'euro, mais c'est la même courbe par rapport au dollar. Regardez, je vous mets le dollar. Voilà, on va au dollar, mais dollar c'est pareil, livre sterling c'est pareil. Donc l'or est en train de battre des records en fait sur tous les niveaux. Regardez le dollar. Donc là, on est sur du 125 000 $ pour 1 kg d'or. Exactement le même ratio par rapport à un bitcoin. Le bitcoin aujourd'hui est à 125 000 $. Eh bien, le kilo d'or est à 125 000 $. Est-ce que vous vous rendez compte quand même le parallèle? Quand même absolu, complètement dingue. Un bitcoin est aujourd'hui équivalent à quelques dollars près pour le coup à 1 kg d'or.
Voilà, donc, et on associe de plus en plus ces deux valeurs-là à des valeurs refuges. Alors, l'or, c'est une valeur refuge, hein, ça acquis, mais le Bitcoin, si on se pose la question, eh ben, désormais, on le sait, même à travers ce comportement-là, il se comporte comme l'or, en fait, le Bitcoin, et se dirige vers toujours vers des sommets. Donc, là, en fait, l'or est en train d'anticiper tout simplement la banqueroute de l'économie mondiale, je pense, hein. Je vous donne mon avis au passage. Je pense que ça aussi anticipe l'effondrement de l'Europe en premier lieu, parce que nous, on voit bien qu'avec la France, il suffit qu'on dégrade encore dans les prochains mois la note de la dette française pour nous embarquer dans une spirale où en fait ça va déboucher sur une faillite de la France. Alors ils diront jamais faillite de la France, mais je pense juste une tutelle du FMI. Voilà, il suffit juste de dire tutelle du FMI, ça veut dire banqueroute de la France, c'est pareil. Donc tutelle de la France par le FMI, sortie de la France de l'Union Européenne parce que ce serait tâche quand même pour l'Union Européenne de mettre la France dans ce cadre-là. Ou alors, ils mettent le chaos pour générer l'Europe fédérale comme ils le veulent, là. C'est dingo, et mettre leur ordre mondial sur l'Europe, quoi. Voilà, en tout cas, tout ça, c'est des hypothèses, hein, bien évidemment, c'est des théories, mais je veux dire, aujourd'hui, ce qui était complotiste totalement, et je l'admets, hein, il y a des années, aujourd'hui, on est en train de se dire, pourquoi pas, parce que c'est le bordel, c'est tellement le bordel qu'on se dirait presque c'est voulu, vous voyez, les guerres, les machins, c'est voulu. Bon, on se retrouve dans des scénarios quand même catastrophiques, et lors, même la crise financière de 2008, vous voyez, n'était pas aussi, a été vraiment une petite vague en fait quand on regarde dans l'océan comparé au tsunami qu'on est en train de voir là, dans la déferlante de hausse des prix de l'or. Et c'est peut-être parti pour continuer justement parce que comme le contexte géopolitique est très instable, moi je pense que le cours de l'or va continuer de monter. Alors on n'est pas à l'abri qu'il y ait des corrections de 20-30% au milieu, mais la tendance générale va être que voilà, en tout cas sur les plus prochaines années, tant qu'on n'a pas les crises, en tout cas géopolitiques mondiales, et les guerres qui ne se terminent pas, on va continuer à voir le cours de l'or qui va exploser. Voilà, donc je ne serais pas étonné qu'on atteigne les 110, 120, 130 000 euros sur le kilo d'or là dans les prochains mois, prochaines années. En tout cas, si la tendance géopolitique continue dans ce cadre-là. Maintenant, je vous passe l'argent, et donc là aussi intéressant avec l'argent, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est que le ratio or-argent a jamais été aussi élevé. Et donc déjà, j'expliquerai en détail qu'est-ce que c'est que ce ratio exactement, mais en tout cas, on voit que là aussi, l'argent est en train de nous faire une performance de folie. C'est-à-dire que là, l'argent, mais là, j'ai envie de vous dire que c'est normal, parce que l'argent est toujours, normalement, a tendance à suivre les cours de l'or. Donc c'était même inquiétant que l'argent n'ait pas explosé, par exemple, jusqu'en novembre 2024, on était même février 2025, on n'avait pas encore battu le précédent record de 2011 de l'argent. Donc ça c'était même inquiétant, je disais mais qu'est-ce qu'il fout l'argent là? Pourquoi il est aussi bas? Donc là ça y est, il a pété, c'est pas une énorme montée pour l'instant, c'est-à-dire c'est, bon ça va, c'est une montée, il a battu son ancien record, mais il n'est pas encore très haut. Donc je pense que l'argent a aussi beaucoup d'espace devant lui pour augmenter. Donc je vous pointerai après pourquoi avec le ratio, etc. Et donc je continue, par exemple, pour vous expliquer aussi pourquoi on a une augmentation comme ça de la valeur en or, hein, c'est du kilo et tout. C'est que là j'ai un tweet de bar chart, comme vous pouvez le voir, qui montre simplement la détention des banques centrales mondiales dans la détention d'or, mais également de dollars américains, c'est-à-dire de bons du trésor en fait, américains. Et donc regardez, c'est-à-dire qu'entre 1970 jusqu'en 1995-96, les banques centrales avaient plus d'or que de bons du trésor américains. Et à partir de 1996, 95, 96, les États-Unis ont mis le paquet et ont convaincu en fait les banques centrales d'acheter plutôt des bons du trésor tout en vendant en fait l'or. Et depuis, regardez, depuis 2022, précisément depuis 2022, eh bien on a eu, ça y est, des banques centrales qui ont commencé à vendre leurs dollars pour racheter de nouveau de l'or. Et surtout les BRICS, notamment avec la Chine en ligne de mire, qui achètent massivement de l'or et en dumpant les bons du trésor américains. Donc c'est pour ça que je pense que Trump devrait faire attention quand même avec les tarifs douaniers, avec sa politique agressive sur le dollar, parce qu'il est en train de convaincre les banques centrales au niveau mondial
de vendre leurs bons de trésor américains, leurs dettes américaines, pour se convertir en or. Voilà. Donc, il se passe quelque chose. Je veux dire, les banques centrales, c'est pas, voilà, elles n'ont pas décidé d'un claquement de doigts de vendre leurs bons de trésor américains pour se mettre dans l'or. Elles auraient pu mettre d'autres réserves. Elles auraient pu mettre d'autres réserves de change, même de l'euro. Elles auraient pu acheter de l'euro, même si faut vraiment être débile pour acheter de l'euro aujourd'hui, excusez-moi l'expression. Mais même autre chose, elles auraient pu acheter du yen, ou je sais pas moi. Il y a d'autres classes d'actifs au niveau, au niveau mondial. Non, elles ont décidé d'acheter de l'or. Parce que c'est l'actif refuge par excellence number one au niveau mondial. Voilà, donc on est en train d'assister vraiment à un changement de cycle. Vous voyez, parce que là, c'est un cycle de 30 ans quand même. 1996, c'est à 30 ans ça. Ah bah voilà, on est en train de changer, hop, de paradigme. Donc on est en train d'assister tout simplement à une crise majeure profonde des monnaies fiat, notamment et de la monnaie dollar. Bon, voilà, donc ça explique aussi pourquoi on a une augmentation des prix de l'or sur cet aspect-là. C'est aussi à cause de l'achat massif des banques centrales et pas que. Et également, voilà, et ça je pense que c'est quelque chose à prendre vraiment en compte. Quand je vous dis qu'on est au bord de la banqueroute mondiale, c'est parce que ça, c'est les gains non réalisés par les banques. Voilà. Et c'est la source, c'est le FDIC, c'est-à-dire c'est l'organisme de contrôle américain, justement sur les banques américaines. Voilà. Donc ça, c'est toutes les banques américaines et c'est tous les gains non réalisés. En fait, c'est plutôt les pertes. Voilà, c'est plutôt les pertes non réalisées sur les banques américaines depuis, en fait, 2006. Et regardez, par exemple, quand on a eu la crise de 2008, qui a mis le monde à feu à sang, hein, quand même, avec la crise des subprimes, souvenez-vous, eh bien, les pertes non réalisées des banques, c'était de l'ordre des moins, allez, je sais pas, mais des moins 50 milliards, on va dire. En tout cas, 100 milliards de dollars, hein, je vous rappelle, 100 milliards de dollars. Moins 50 milliards. Allez, c'était déjà beaucoup à l'époque, hein, ça fait mal, hein, parce qu'on a eu la crise des subprimes. Et puis après, on a eu le Covid. Regardez, donc 2018 ici, 2020, 2021, durant les confinements, on a eu des pertes non réalisées, mais on peut dire que c'était local parce que c'était lié au confinement, donc l'activité s'est réduite, enfin, voilà, on connaît la chanson. Et depuis 2022, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les pertes, en fait, non réalisées, alors déjà, qu'est-ce que c'est une perte non réalisée? Effectivement, je vais pas expliquer ce que c'est. Les pertes non réalisées des banques, c'est justement les pertes qui ont été, qui sont pas encore prises en compte. C'est-à-dire que vous avez des banques qui ont en fait, qui ont des actifs sous gestion, par exemple des bons de trésor anciens ou autres, n'importe, un tout confondu. Elles ont des pertes des dettes, et en fait, elles se refourguent les dettes entre elles, mais elles ne les comptent pas vraiment en termes de, voilà, de pertes réelles. Voilà, c'est des pertes latentes, en fait. Mais à un moment, ces pertes-là, il faudra les réaliser, quoi. Donc pour l'instant, ça tient la baraque, parce qu'il y a aussi il y a la Fed qui est au milieu, qui tient un peu, qui perfuse tout le monde. On l'a vu déjà en 2023, quand on a eu 3-4 banques américaines qui ont coulé, bah, la Fed elle a vite interagi, elle a vite injecté de l'argent de nouveau. Puis il y a eu des autres banques, notamment JP Morgan, je crois, qui a aidé une autre banque, où il y a eu des rachats, enfin bref, ils ont absorbé les pertes, entre guillemets. Mais je veux dire, fondamentalement, on est sur des pertes, là, vous voyez, quand même, non réalisées, sous le tapis. Hein. Là, ils ont tout mis sous le tapis, là. Là, ils ont relevé le tapis, là, on met toutes les merdes dedans, et puis on n'en parle plus, sauf que, bon, c'est encore là, quoi. Voilà. On en est là. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on est face, en fait, à un mur de la crise économique qui est au moins 20 à 30 fois supérieur à la crise des subprimes de 2008. Voilà. Donc, c'est pas étonnant que dans ce contexte-là, entre les achats massifs des banques centrales de l'or et également le contexte actuel, en plus, je parle même pas de la guerre aussi Ukraine, je parle même pas des problèmes en Israël, Gaza, Iran, tout le tralala. Je parle même pas de l'aspect des dettes classiques des gouvernements. Ils continuent de grossir et qu'ils impriment de l'argent en masse pour qui fait chuter la valeur même des monnaies fiat, en euros, dollars, etc. Et mais en plus, voilà, il y a derrière le sujet dont personne ne parle, c'est les pertes en fait sèches des banques, notamment américaines, mais je suis prêt à parier que les banques européennes et mondiales, c'est peut-être pas triste non plus à voir si on avait vraiment les chiffres. Bon,
Je peux me tromper, hein, peut-être que j'extrapole trop rapidement, mais je ne suis pas sûr que les banques européennes sont bien mieux loties à ce niveau-là que les banques américaines. Voilà, si on savait tout peut-être. Voilà. Mais je peux me tromper, parce qu'on n'a pas les chiffres de toute façon, mais il va faut rester prudent, quoi. Donc, en tout cas, les banques américaines sont assises sur un gros paquet de dettes, là, et ça a forcément pété à un moment, quoi. Voilà. Donc, attention, c'est pour ça que dans ce contexte global économique, c'est la merde, en fait. Voilà, c'est la merde. Donc, faut faire attention, et c'est pas étonnant que l'or explose comme ça à la hausse. Et donc, je vais revenir maintenant sur le ratio, vous savez, or-argent, et regarder un petit peu ce délire, c'est que, faut savoir que, ça, je trouvais, là, c'est or.fr qui a créé ce petit tableau, enfin, ce graphique très intéressant, et qui présente simplement le ratio dans l'histoire de l'humanité de l'or par rapport à l'argent. Donc vous voyez que en 3200, alors je crois que c'est avant Jésus-Christ, hein, c'est before quiz, ouais, donc c'est avant Jésus-Christ, nous étions à un ratio de l'or de 1 pour 3 au niveau de l'argent. Après, ça a continué à varier au fur et à mesure du temps, mais vous avez constaté que, bon, globalement, si on a fait péter les 1 pour du 15, c'était le bout du monde. C'est-à-dire que tout le long de l'histoire de l'humanité, on est passé de 1 pour l'or, une valeur or, pour 3, aller à 15 maximum pour l'argent, au niveau du ratio. Et bien là, regardez, aujourd'hui, donc en 2025, nous sommes à un ratio de 1 pour l'or à 86 au niveau de l'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'argent est tellement sous-évalué par rapport à l'or qu'on est quasiment en fait voilà, x100, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit bien, c'est-à-dire que c'est à peu près 1320 € le kilo d'argent pour 106 720 € le kilo d'or. Donc on a quasiment une différence, un différentiel de x100, on a de 86 pour être précis, mais ça c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc logiquement, tôt ou tard, alors soit il y a eu vraiment, c'est tellement le bazar qu'il n'y a plus rien qui va, dans le meilleur des mondes, hein, je veux vous dire, mais là on parle quand même, je veux dire, l'humanité a traversé plusieurs crises, hein, je veux dire, 3200 avant Jésus-Christ, bon, il y a des choses qui sont passées entre-temps quand même, au niveau des guerres, au niveau des machins, crise politique, économique et tout. Mais à tel point que là, on est tellement sur une crise majeure qu'on arrive à avoir un ratio entre l'or et l'argent totalement décorrélé pour la première fois de l'humanité. Pour vous dire un petit peu dans la situation dans laquelle on est, quoi, au niveau économique, en fait. En tout cas, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Donc, il devrait y avoir, à un moment donné, un rattrapage de ce ratio. C'est ça que je veux dire, parce que, comme je dis, l'univers, après on n'y croit pas, on n'y croit pas, mais l'univers est censé s'équilibrer. Donc, il y a un moment, ça va s'équilibrer, et on va retrouver un ratio correct. Et donc, je pense que l'argent, vu comment c'est parti, vu que l'or va continuer à monter, l'argent va rattraper. Le ratio, hein, je ne dis pas qu'il va rattraper le cours de l'or, il va rattraper le ratio habituel. Donc déjà, s'il fait un 1 pour 40, bon, bah, c'est déjà pas mal. Ce sera mieux que 1,86, quoi. Voilà. Ça voudrait dire simplement que là, l'argent a le potentiel de nous faire un x2 dans les mois, années qui viennent. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait un argent qui d'un coup, ou du moins rapidement, nous fasse un x2, tout simplement. Voilà. Bon, donc sur ce, bah écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, hein. Peut-être que, voilà, je dis pas que j'ai la science infuse, hein, vraiment. Moi, je suis ouvert au débat. Il y a des choses, je peux me tromper également. Donc c'est très important, pour ça que je vous le dis vraiment, faites vos propres recherches, faites vos propres opinions. De toute façon, dans un monde où il faut, avec les informations qu'il y a, il faut avoir cette fibre de faire ses propres recherches et d'avoir ses propres opinions, c'est important. Parce que tout le monde est humain et peut se tromper, quoi. Voilà. Mais en tout cas, moi, ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, les valeurs refuges, c'est l'or, l'argent, le bitcoin, désormais, les crypto-monnaies en lien avec le RWA, parce que c'est l'avenir, l'IA également, c'est l'avenir. Voilà, donc là, si vous arrivez à diversifier tout ça là-dedans, et si vous voulez rester aussi conservateur, eh ben, ayez des monnaies fiat, mais dans ce cas-là, mettez-vous dans les meilleures monnaies fiat au monde, c'est-à-dire le CHF, le franc suisse, sur des banques, notamment il y a Wise, il y a Revolut, comme ça vous êtes sur une banque internationale et vous avez la possibilité
d'avoir du franc suisse sur des banques là, avec des taux de conversion très intéressants, notamment sur Revolut et Wise. Voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Ciao.